Alors bonjour, Moutassin Amour avec vous du blog pratiquerlaméditation.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Udry, qui est l'auteur du livre Craquer ou pas. Et j'aimerais qu'on parle avec Jean-Luc de comment faire face à nos doutes et comment faire pour les dépasser lorsque l'on entreprend un nouveau projet. Donc Jean-Luc, bonjour et un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Donc nous, on s'est rencontrés lors d'une réunion entre auteurs et blogueurs à Paris au mois de mars. Et moi, ce qui m'a interpellé dans ton parcours, c'est qu'avant d'être un auteur et un accompagnateur, donc dans le développement personnel, tu as été chef d'entreprise, et cela pendant 18 ans. Et donc, je regardais aussi ton parcours. Tu as fait une formation de management, tu as étudié en France, tu as fait aussi des études au Japon, aux États-Unis. Et pendant ces 18 ans, en tant que chef de PME, chef d'entreprise, tu as géré environ 1000 personnes, donc 1000 personnes ont travaillé avec toi. Donc la première question qui me vient, c'est comment tu as fait pour passer de ce rôle de chef d'entreprise à celui d'accompagnateur dans le développement personnel. D'accord. Alors d'abord, merci, ça me fait très plaisir de chez toi, car ton blog respire la sérénité et j'ai grand plaisir à donc parler avec toi aujourd'hui. Merci Moutassem. Pour le reste, en vérité, j'avais un parcours au sens où j'ai fait, comme tu l'as dit, 6 ans d'études de management. Je ne suis pas arrivé chef d'entreprise, je suis arrivé dans une grosse boîte américaine qui s'appelle Procter & Gamble, où j'ai été salarié, mais c'est là qu'un événement est intervenu. L'entreprise de mes parents, pour des raisons X et Y, était à bout de souffle, était à 2 doigts de sombrer, et il a donc fallu que je donne mon emploi et la voie royale qui allait avec pour tenter de sauver ce qui allait s'écrouler. Et donc, je suis venu pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, en disant, bon, bref, c'est du court terme, mais je reprends mon poste après. Et en vérité, j'y suis resté pratiquement 20 ans. Et là, il y a eu un deuxième événement, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Et ces 2 événements conjugués, la reprise d'une entreprise, j'avais 27 ans, et un événement un peu hors norme qui s'est produit après, ont fait que j'ai écrit ce livre et que je me suis lancé dans le développement personnel pour une raison très très simple. C'est que j'ai traversé 25 ans de problèmes et qu'en traversant ces 25 ans de problèmes, j'aurais bien aimé trouver quelque chose qui m'aide concrètement. J'ai vu des tas d'écritures, etc. Mais sur le terrain, quand tu es harcelé du matin jusqu'au soir, eh bien, j'ai cherché une aide que je n'ai pas trouvée. Et je me suis dit, un jour, si tu t'en sors, et je m'en suis sorti, eh bien, je ferai ce pas et je ferai partager cette expérience au plus grand nombre. D'accord, donc tu gères un blog aujourd'hui qui s'appelle donc Moral au top, et tu me disais ça va faire maintenant 2 ans et demi qu'il est en place, tu es l'auteur du livre Craquer ou pas, et tu proposes aussi d'autres outils donc, dont on parlera un peu plus tard. Donc moi, comme j'ai noté dans l'introduction, ce que j'aimerais qu'on parle ensemble, c'est comment aider les gens à concrétiser un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, lorsqu'ils sont assaillis de doutes. Et donc je peux te donner un exemple concret, celui de Julie qui a bientôt 40 ans. Elle a travaillé pendant 15 ans dans le monde de l'édition, donc elle était secrétaire de rédaction. C'est quelqu'un qui est amoureuse des beaux livres, de l'artisanat, donc elle avait pour projet de créer une boîte d'édition pour publier des livres sur des artisans qui sont aussi des passionnés et des artistes. Donc avant d'être un projet, pour Julie, ce fut longtemps un rêve, mais à présent, Julie, elle se sent prête à faire le pas. Et donc, elle crée son entreprise et elle se donne corps et âme pour faire grandir son bébé, comme elle aime appeler sa maison d'édition. Mais rapidement, Julie doit faire face aux problèmes du métier, donc à la réalité du métier, avec son lot de difficultés, ses imprévus. Donc, dès les premiers obstacles, elle va être assaillie par le doute, et Julie est assaillie par le doute. Elle va se dire, et si ma famille avait raison, si je n'aurais pas dû me lancer dans ce projet, s'il était voué à l'échec dès le départ. Donc il y a ces doutes qui s'installent, qui lui sapent complètement le moral, qui lui prennent son énergie, qui la déstabilisent, et elle a beaucoup à faire pour faire grandir son entreprise. Donc comment faire lorsqu'une personne, dans ce cas Julie, se sent paralysée devant la tâche à accomplir. Donc comment peut-elle faire pour garder son enthousiasme du départ et ne pas laisser ce que tu appelles miscata, donc dans ton livre, miscatastrophe, pour ne pas laisser cette voix intérieure nous saper complètement et nous empêcher d'avancer. D'abord, je veux saluer Julie. Je ne sais pas si elle nous regarde. Julie, si tu nous regardes,
crois qu'il y a deux choses. La première chose, c'est quand on se lance dans un projet comme ça, surtout dans l'entrepreneuriat, de distinguer le côté technique, concret, les clients, les fournisseurs, les finances, tout ça, et l'aspect mental. Car si on n'est pas préparé dans sa tête, sur le terrain, Miss Cata va prendre évidemment le contrôle de toi-même. Donc Julie, je pense que la première chose qu'elle a à faire, c'est se préparer mentalement, en se disant, voilà, j'ai un rêve, je voulais faire cette maison d'édition, ça me fait rêver depuis toujours. Ok, plein de gens qui vont me dire que c'est pas possible. Il y a toujours plein de gens qui vont me dire que j'y arriverai pas, qu'on l'a jamais fait, etc. Ça, c'est Miss Catastrophe. Alors, si je me prépare mentalement, et si Julie mentalement, il faut déjà qu'elle se dise, ce que je vais faire, c'est d'accepter que je vais être assailli en tant que nouvelle chef d'entreprise de problèmes. Une fois que j'ai accepté cette adversité, j'accepte mes petits coups de moins bien. Je vais avoir des périodes dans lesquelles tout va marcher comme sur des roulettes, et puis des périodes où, hélas, rien ne va fonctionner. Mais je l'accepte. Et le fait de l'accepter, déjà, ça permet de relativiser. Ensuite, à hauteur sur mes problèmes. Julie peut se dire, ok, un jour je serai là, il va y avoir des montagnes russes, je vais prendre le problème et l'examiner dans sa, comment dirais-je, sans affect, voir qu'est-ce qui cloche, où je peux intervenir, ce sur quoi je peux intervenir, et partant de là, je conseillerais à Julie de ses objectifs réalistes. Si elle veut remplacer Grasset du jour au lendemain, je pense que ce sera difficile. Si elle fixe des objectifs en laissant un petit peu, une première étape, puis une deuxième, puis une troisième, du coup elle aplanit les difficultés. Je ne rentre pas dans le détail bien sûr, c'est juste une vision globale que je te donne, et il me semble, pour répondre encore une fois à ta question, elle doit dès le départ considérer que son principal ennemi, c'est personne d'autre qu'elle-même, c'est Miss Catastrophe, cette petite voix qui est et qui lui dit justement ce que tu as dit à l'instant, et si mes amis avaient raison, et si je m'étais planté, etc., etc. Il faut donc qu'elle raisonne solution au lieu de raisonner problème. Voilà. Si elle accepte l'adversité, si elle accepte les petits coups, si elle prend de la hauteur sur les problèmes, sur son parcours qu'elle va rencontrer, si elle se fixe un objectif réaliste, mais et si bien sûr elle travaille dur, je pense qu'en apprenant à gérer ses problèmes, ça devrait le faire. Allez Julie, on t'encourage. C'est vrai que cette Miss Cata, cette petite voix intérieure, comme parfois on essaie de se raisonner, comme tu dis, c'est de savoir dès le départ qu'il va y avoir des difficultés, de savoir qu'il va y avoir des hauts et des bas, qu'on va avoir faire face au nouveau qui porte son lot de difficultés, donc de challenge. Mais lorsqu'on se retrouve dans cette situation, donc durant les turbulences, même si on s'est préparé un peu en amont, comment faire lorsqu'il y a vraiment cette petite voix qui nous sape complètement et qui prend le contrôle? C'est comme si c'était quelque chose qui était là depuis longtemps, depuis des années. Je l'ai connu, ça. Je l'ai connu à un point tel qu'un jour je me suis posé la question vitale. Donc, dans les deux missions que j'avais, c'est redresser une entreprise, comment dirais-je, gérer les conséquences d'une amie de 30 ans. Voilà. Pour faire simple, c'est ça qui s'est passé, qui est tombé, un événement qui est tombé sur nous, sur notre famille, et qui nous a créé tous ces problèmes. J'ai fait appel à une chose très simple, c'était ces valeurs. C'est ces valeurs qui m'ont sauvé. Tu dis quand tu as l'adversité, eh bien quand on est confronté à l'adversité, appelle tes valeurs. Parce que tes valeurs sont là, c'est ton socle, le fondement de ta personnalité. C'est elles qui vont te sauver des situations un peu difficiles. Je l'ai connu, j'étais à 2 doigts de commettre l'irréparable. Et devant cet amoncellement de problèmes de toute nature, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Tu oublies tous les gens qui t'aiment, tous les gens que tu aimes, tu oublies tous tes succès passés, tu oublies tout ce que tu vas pouvoir faire dans la vie, les talents dont tu peux avoir la chance de bénéficier, et tu voudrais laisser l'adversité, et tu voudrais cette catastrophe l'emporter et te faire commettre l'irréparable. Non, non. Je ne veux pas laisser à cet ennemi qui est Miss Catastrophe, à cet ennemi qui est l'adversité, le plaisir de triompher. Et je pense qu'en allant chercher au plus profond de toi les valeurs qui sont les tiennes, qu'est-ce qui t'anime? Quel est le fondamental du fondamental? Là, tu t'appuies sur le dur. Tu t'appuies. Alors certes, les valeurs, ce sont des croyances, mais si tes croyances te boostent, alors appuie-toi sur elles. Et si
c'est comme ça que j'ai réussi à progressivement, hein, en étant au charbon du matin au soir et du soir au matin pendant des années, à progressivement faire en sorte que Miss Cata, son influence diminue. Et que ce que j'appelle Miss Peps, bien sûr, c'est des concepts, hein, c'est pour faire passer le message. Peps m'apporte une approche constructive. Et du coup, Miss Cata a réduit son influence. Miss Peps a renforcé la sienne. Et c'est Miss Peps qui m'a fait m'en sortir. C'est Miss Peps qui m'a fait gagner. Cata m'aurait fait perdre et perdre sacrément. Donc voilà, un des premiers points, c'est les valeurs. Ce sont tes valeurs qui déterminent tes comportements et donc tes résultats. D'accord. Donc voilà. Donc, lorsque tu t'es reconnecté à ces valeurs, Ouais. où l'envie d'avancer et de faire face à l'adversité est devenue plus forte que l'abattement, est-ce qu'automatiquement il y a eu des changements dans le comportement, donc des changements concrets dans la vie de tous les jours? C'est-à-dire, est-ce que tu as pris peut-être plus de temps je sais pas, de faire du sport, de prendre du temps pour toi, de noter les choses sur un papier? Quelles sont les actions qui sont mises en place avec cette prise de conscience? Moi, je suis un peu un battant. Peut-être j'avais une petite flamme qui était en moi depuis toujours, mais cette Miss Peps m'a redonné le goût de vivre au moment où j'avais le goût de... Et partant de là, est-ce que j'ai fait plus de sport? Non, mais par exemple, Miss Peps m'a conseillé d'arrêter de fumer. Je fumais considérablement et du jour au lendemain, j'ai dit stop, je vais me préparer mentalement, je vais décider d'une date. Et au jour J, j'ai pris ma cigarette, j'ai dit ce sera la dernière. Parce que Miss Peps m'a expliqué, elle m'a renforcé, elle m'a expliqué pourquoi j'avais intérêt à raisonner en se disant bah tiens, que je vais gagner à arrêter de fumer plutôt que qu'est-ce que je vais perdre, je vais prendre des kilos, j'aurai ici une envie forte, etc. Et du coup, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Le fait de et ça tient depuis donc une vingtaine d'années maintenant. Je n'ai jamais retouché à la cigarette. Autrement dit, le mental est quand même la clé de tout le reste. Et c'est pour ça que j'insiste, quand on est confronté à l'adversité, la première chose, c'est d'accepter ce sur quoi on ne peut pas agir. C'est impossible de faire autrement. Si tu luttes contre des moulins à vent, c'est les moulins à vent qui l'emporteront. Tu vois, si tu nages contre le courant, c'est le courant qui va t'emporter. Si tu nages avec le courant, tu as une chance d'atteindre l'autre rive. Oui. Et c'est ça que j'ai fait. Donc oui, au lieu d'utiliser toute son énergie, toutes ses pensées contre des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, comme c'est souvent le cas, pourquoi ça m'arrive, pourquoi je dois gérer ça, pourquoi je fais pas assez de ventes, pourquoi ça. C'est la fatalité, c'est mon destin, c'était marqué, voilà. C'est quelque chose qui nous use, qui nous assomme, qui nous prive de motivation, d'enthousiasme. Et c'est vrai que comme tu notes très bien, le fait d'en prendre conscience, c'est déjà le premier pas pour reprendre le pouvoir en quelque sorte et se dire voilà, sur quoi je peux agir et à partir de là, commencer à mettre en place des actions qui vont avoir leurs effets. Et qui vont produire des résultats qui eux-mêmes, tu es toujours comme ça, quand tu enregistres un échec, tu valides dans ta tête le fait que tu l'avais bien dit, c'était prévu, tu allais te planter, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que le cercle vicieux se transforme en cercle vertueux. C'est-à-dire que quand tu enregistres un succès, là, la spirale du succès, ça existe aussi. Il ne faut pas voir que la spirale de l'échec. Et donc, quand tu en succès sous l'influence de Miss Peps, et encore une fois, c'est un concept, mais pour faire passer un message, à ce moment-là, tu dis, mais je continue, et là, tu arrives à sortir la tête de l'eau, et puis à vivre beaucoup plus sereinement. Tu sais, quand on a été à deux doigts de faire des bêtises, et que finalement, on arrive à avoir un moral au top, sans mauvais jeu de mots, c'est qu'on a bien réfléchi à tout ça, et c'est possible. C'est possible d'y arriver. J'en suis l'exemple, je crois. Tant mieux. Et donc, il semblerait qu'il y ait des paliers qu'on passe. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a les prises de conscience, qu'il y a ces acquis, qu'il y a cette expérience, on ne retombe pas dans le degré de peur, d'inquiétude qu'on aurait pu avoir auparavant. Et ça doit être très encourageant, très motivant à aller de l'avant. Ça, c'est vrai. Je rebondis là-dessus pour dire malgré tout une chose. Ce que j'appelle moral au top, c'est quoi? C'est pas être dans un monde de bisounours, tu vois. C'est pas il fait beau tous les jours, tout va bien, il n'y a aucun problème. Non, c'est loin de tout ça. Avoir le moral au top, c'est encore une fois accepter que tu puisses, à un moment ou à un autre, être affecté par les événements. Mais c'est comprendre ce que beaucoup mettent toute une vie à comprendre, ce n'est pas vraiment qui t'affecte, c'est juste ce que tu en penses. Et si donc tu comprends que c'est tes pensées qui dirigent ta vie, à ce moment-là, d'être chagriné dans telle ou telle occasion,
d'avoir de la peine, tu acceptes de pleurer, mais tu sais que tu vas remonter plus vite et que ça va être durable. C'est ça pour moi le moral au top. C'est pas c'est pas le gars pour qui tout va bien, il n'y a jamais de problème. Non, le gars qui sait, qu'il accepte d'être un petit peu influencé, négativement influencé, il accepte d'être embêté par Miss Cata qui te tire, mais il sait qu'il va rebondir, il va mieux vivre parce qu'il a compris que ce n'est pas l'événement qui nous affecte vraiment, c'est juste ce qu'on en pense. Voilà. Ça, c'est important. Oui, et donc là, dans le cas de Julie, elle avait mis en place son projet, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui ont des projets, qui veulent peut-être changer de travail, qui veulent se mettre à leur propre compte, lancer un projet, mais il y a un blocage, il y a des obstacles à travers lesquels ils n'arrivent pas à passer. Par rapport à ton expérience, par rapport aux échanges que tu as eus avec les lecteurs de ton blog, quels sont les principaux obstacles qui empêchent les gens d'aller de l'avant dans leur projet? Il y a toujours une peur. La peur de l'échec, évidemment, mais la peur du succès aussi. C'est un peu comme, je sais pas moi, Nadal qui va jouer une balle de match. Enfin, lui, il est mentalement très fort, mais disons un joueur qui va mener le match et au moment de conclure, il manque un point, il n'en manque pas 10, il en a au moment de conclure, il n'y arrive pas, et c'est l'autre qui passe. Il y a souvent une peur, quand on n'ose pas se lancer, qu'est-ce que vont dire mes voisins, et qu'est-ce qui se passe si je rate. Donc, toutes ces peurs-là, il faut les analyser, et voir, il ne faut pas simplement mettre une pensée positive en négative, ça, c'est un peu court. Si tu as une peur du succès, ou si tu as une peur de l'échec, va voir qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi tu as peur du succès, de l'échec. Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie si tu échouais? Et là, je peux donner peut-être un petit truc à Julie, tout simple. Qu'elle se pose une question. Au pire du pire, si tu échoues, Julie, qu'est-ce que tu risques? Est-ce que tu vas aller en prison? Tu vas perdre ta vie? Tu vas perdre ton homme, tes enfants, si tu en as? Ou est-ce que simplement tu vas perdre 1 an ou 2? Auquel cas, ça devient des expériences. Et cela, elle va te servir pour la suite. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'être béatement positif à propos. C'est simplement cette question, au pire du pire, qu'est-ce que je risque? Je me la suis posée tant de fois. Moi, je me voyais à la rue avec 3 familles qui risquaient d'être à la rue à la suite de cette tromperie. Et puis finalement, de ce produit que rarement. C'est vrai, il y a des gens à la rue, et ça me désole à chaque fois. Mais c'est très rare, finalement, que le pire, que tout ce qu'on se promet en mal, arrive. Et donc, elle se pose cette question, au pire du pire, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Et du coup, elle dédramatise. Elle voit que bon, si elle a des difficultés au départ dans sa maison de boîte d'édition, elle peut s'entourer mieux, elle peut mieux apprécier le problème, mieux y réfléchir, mieux poser le problème, sans affect. Et puis finalement, elle peut raisonner solution, et pas seulement problème. Et finalement, avec un discours comme celui-là, plus construit, elle va voir qu'il y a des pistes possibles. Elle peut demander des conseils aux gens qui ont réussi. Et donc, elle va voir qu'elle va remonter la pente. Et c'est la réponse que je peux, sans pas de saveur, que je peux t'apporter parce que ça a fonctionné sur le terrain. En tout cas, ça a fonctionné pour beaucoup de gens que je connais. Et pour finir, quand les gens n'osent pas se lancer, il faut leur dire que c'est le premier pas qui coûte le plus. Mais faites-le. Osez, osez. Oui, parce que souvent les peurs, elles sont surdimensionnées. Elles ne sont pas fondées sur la réalité. Et ce que tu notes dans ton livre aussi, et qu'on trouve souvent aussi, c'est que c'est souvent dû à notre enfance. C'est presque des peurs ou une tendance à nous inquiéter qui nous vient en héritage, parce qu'on a vu notre mère s'inquiéter, notre père s'inquiéter. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui résonnent avec ça. Et ça parle à beaucoup de monde. Ça parle à beaucoup de monde, ça. Donc ça, c'est un bagage qu'on est nombreux à porter. Donc c'est vrai, comme le fait de dédramatiser les peurs, de creuser un peu derrière cette première peur qui est presque un réflexe, qui dit non, je ne vais pas me lancer, je préfère le connu à l'inconnu qui risque qui fait peur sans raison particulière. Donc voilà, le fait de creuser déjà, comme tu dis, à travers des questions, peut nous aider à passer ce cap. Et je dirais que vraiment, le plus grand risque dans la vie, c'est de ne pas prendre de risques. Et que malheureusement, aujourd'hui, si tu regardes notre société, on a une technologie fantastique, de communication extraordinaire. Moi, quand j'ai été faire des études aux États-Unis et au Japon, il y a 30 ans, c'était rarissime. Aujourd'hui, tu vas au Japon comme tu vas à la Tranche-sur-Mer. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas... Bon. Et malgré
tout cela, la technologie, malgré la culture qu'on a, malgré la communication, on a peur de tout, tout le temps et partout. Et on se renforce d'un côté et on s'affaiblit de l'autre. Et c'est ce paradoxe qui fait que nos sociétés vont mal. C'est cette espèce de balance, on est fort dans tout, on est hyper performant partout, sauf dans la tête, c'est gênant, c'est embêtant. Et c'est pour ça qu'on consomme des médicaments à outrance. Les Français sont parmi les premiers consommateurs du monde de tranquillisants, des choses comme ça. Et c'est quand même consternant. C'est quand même consternant qu'on soit pessimiste à ce point. Il ne s'agit pas d'être béatement optimiste, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous, collectivement, alors qu'on est très fort dans les communications, dans l'accès à la culture et dans tout ça. On a peur de tout. Et une des raisons, c'est peut-être un principe de précaution. Maintenant, tu as un principe de tout. Voilà. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, il y avait une grippe, alors on a fabriqué des millions de vaccins, parce que si on ne l'a pas fait, le ministre s'est jeté. Voilà, comment vous n'avez pas prévu? Ah, alors principe de précaution, on fait des vaccins, et après ils ont servi, eux, non. Voilà. Oui, c'est vraiment là, oui, le principe de peur, de protection qui au niveau collectif ou individuel, nous brille, nous empêche de nous ouvrir aux autres et très souvent nous rend malheureux. Exact. Alors, toi, tu proposes sur ton site, tu as des outils d'accompagnement et j'ai vu que tu proposais une application. Donc là aussi, ça m'a interpellé. Est-ce que une application pour les iPhones, c'est ça? Oui, je t'expliquais. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et est-ce que ça rejoint ton message que tu as vu, que tu as partagé avec nous, qui est le fait de voir les choses plus clairement, de neutraliser en quelque sorte nos inquiétudes ou nos peurs? Cette application, je vais vite t'en parler parce que tu arrives comme les carabiniers, c'est-à-dire trop d'applications, on l'a cessé pour en développer d'autres et développer d'autres outils. C'était une application, j'ai mis 1 an et demi, rien qu'1 an et demi à la concevoir. C'était la première application au monde à pouvoir traiter les problèmes personnels des gens. De manière vraiment 100% personnalisée, en temps réel. C'était des circuits, des arbres de décision, et on l'a arrêté après qu'elle ait été classée numéro 1 sur plus de 4500 applications dans l'Apple Store. C'était en 2012. Et on l'a arrêté parce que tout simplement, Apple, comme il modernise ses modèles aujourd'hui, la réécrire complètement. Or, j'ai envie de faire autre chose. On propose une autre application, mais disons qu'elle a été notée 4,5 sur 5, téléchargée dans ce... Mais pour moi, ça fait partie de la saga Moral au Top. C'était un premier produit qui permettait d'aller dans ce métier, raisonner solution et aux gens à faire face à leurs problèmes, sans affect excessif et en voyant les choses comme elles sont, et pour trouver les meilleures solutions. Cette application qui s'appelait Stop Problème, on n'en parle plus, et on développe maintenant, on s'est lancé dans beaucoup d'autres choses, des conférences, on va lancer des ateliers dans les prochaines semaines, et les conférences, c'est intéressant parce que je vois qu'il y a une demande, c'est fou le nombre de gens qui en entreprise ont besoin de mieux savoir gérer leurs problèmes de toute nature. Les relations avec le boss, avec le management, ou alors avec les subordonnés, les conflits, la gestion des négociations, tout ça. Et ils ne savent pas vraiment comment faire pour aborder les problèmes. Donc ça, c'est une première conférence. Et il y en a une deuxième qui s'appelle « Manager juste et pas juste manager ». Parce que comme tu l'as dit, je me suis occupé au total d'un peu plus de 1000 personnes, nettement plus d'ailleurs, et j'ai appris ce que c'est qu'un homme. J'ai appris que les gens sont importants du simple fait qu'ils existent. Alors, ce n'est pas de la démagogie, on ne se tape pas sur l'épaule, mais dans le management, il y a plein de solutions qui découlent de cette approche. Tout le monde est important, sans démagogie. Mais si le jour où on comprendra ça, les gens iront mieux. Et tu vois une évolution dans le monde des affaires, dans le monde de l'entreprise, par rapport à cette prise de conscience que le mental, l'émotionnel joue un grand rôle dans la prise de décision, dans la réussite d'une entreprise. Est-ce que ça évolue en France? Il y a deux choses contradictoires. Il y a d'une part une prise de conscience que les gens sont importants et qu'il faut donc s'occuper d'eux. On voit un tas d'entreprises qui maintenant, pour les plus grosses, mettent des crèches à ta disposition, qui te proposent un espace détente pour faire une petite sieste. Il y en a même qui font ça. Et en même temps, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent dans le stress, dans une qualité de vie au travail qui n'est pas top, tout simplement parce que je pense à des managers qui sont pris entre le hunt et puis la base, ils sont pris un peu en sandwich, la communication ne se fait pas toujours, et le principal problème de tout le monde, je crois, c'est vraiment celui-là,
on va faire face aux problèmes du quotidien. Si tu réfléchis, Moutassem, qui est-ce qui t'a appris à gérer? Qui a appris à faire face à l'adversité? On t'apprend à l'école un tas de trucs, on t'apprend les maths, le français, on fait des dieux, mais on n'apprend pas aux gens à faire face à leurs difficultés. On les arme pas, et ça se retrouve toute nature prise. Et partant de là, il y a pas de gens qui se sentent pas très bien, même si il est vrai qu'on voit beaucoup de progrès dans les entreprises. Donc il y a beaucoup à faire, pour dire aux gens, voilà, quand on gère un problème, on le fait sans s'affoler, et là je déroule ma méthode. Et on voit qu'il y a des résultats qui sont effarants, quoi. Donc effectivement, il y a du boulot au niveau professionnel, entreprise et personnel. Il y a encore du boulot, quoi. Oui, et c'est bien qu'il y a des gens comme toi qui s'investissent et qui mettent de l'énergie et leur savoir-faire dans ce travail. Franchement, j'adore ça. Qu'est-ce quand les gens ils viennent sur ton blog, quand ils communiquent avec toi, comment ça se... quelle serait la raison qui les amène à venir et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme expérience? Si tu peux nous en parler, voilà, brièvement. Oh, c'est très simple. Chez nous, sur Moral au Top, on a... C'est-à-dire qu'on prend un problème privé et un problème professionnel, donc dans différentes catégories, dans différents thèmes, si tu veux, et on prend le même canevas, discute. Alors, excuse-moi, on a été un peu coupé. Voilà, si tu peux reprendre depuis le début de la phrase. C'est les aléas. Je disais, quand quelqu'un vient sur Moral au Top, il sait qu'il va pouvoir trouver, déjà, on parle des choses sérieusement, sans on ne se prend pas la tête. Par contre, on va au fond des choses. Et quand on traite un problème privé ou professionnel, on prend toujours le même canevas, le même schéma. Le problème, quel est-il le problème? Mon voisin fait du bruit, ou alors je ne m'entends pas avec mon boss. On discute le problème, on apporte les solutions, et maintenant, ensuite, on donne une recommandation d'action. Donc c'est le titre, le problème, on discute le problème, on apporte le vécu testé sur le terrain, et on offre une recommandation d'action, et là-dessus, le débat s'engage avec les lecteurs. Et je trouve passionnant, même si j'ai pas fait un peu trop de temps, de répondre aux lecteurs. Parce qu'il y a une communauté, et il y a des gens qui apportent leur expérience. En ce moment, on est en train de faire un concours pour désigner Miss Peps. Comment on va la représenter quand je donne des conférences et des ateliers? Comment est-ce que, puisque Miss Cata est représentée par un boulet, comment est-ce qu'on va représenter Miss Peps? C'est ça que tu verras un tas de réponses et chacun y va, et j'adore ça parce que les gens sont créatifs, ils ont envie de dire ah, pour moi Miss Peps c'est un ressort, ah, Miss Peps c'est une clé parce que gna gna gna, et chacun raconte son histoire et finalement tout le monde participe et ça donne des trucs, et moi je m'éclate avec ça. Et dans les prochaines conférences, quand le concours sera terminé, on se dira ben voilà, Miss Cata c'est bien le boulet, tout le monde porte son boulet sur l'épaule, et Miss Peps ben, finalement c'est un ressort ou ou je sais pas quoi, une clé. Et le fait que tout soit groupé pour trouver ça, fait que j'aurai encore plus de plaisir à le présenter. Voilà. Oui, tu as créé vraiment un environnement où il y a un bel échange entre les lecteurs et la communauté, donc ça c'est ça s'enrichit c'est génial. Et je comprends que ça te motive. Oui. Ah ouais. Oui. J'aime les gens, moi, c'est comme ça. Ça aide en général. C'est comme ça. Très bien. Alors, pour conclure cet entretien, cette discussion qui arrive bientôt à terme, alors juste si on reprend la discussion, on va dire le sujet de la discussion, si tu pouvais donner un conseil concret, quelque chose que les gens peuvent appliquer dès aujourd'hui pour enclencher un changement dans leur vie, donc pour enclencher les premières actions qui vont vers un nouveau projet ou vers un changement qui leur est cher, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Accepter, ne pouvez pas changer. Agissez à fond sur tout ce que vous pouvez changer ou influencer. Après, la bille est lancée, laissez-la rouler et vivez sereinement. C'est tout ce que j'ai à dire. Apprenez à faire face à l'adversité, à régler vos problèmes. Ça, il y a des méthodes pour ça. Et une fois que vous aurez ça, vous serez équipé. Faites tout ce que vous pouvez, même si ça vous barbe, même s'il faut passer un coup de fil qui vous dérange, même s'il faut aller voir une personne, ça vous ennuie, mais il faut le faire. Que vous pouvez agir sur la chose.
ce sur quoi vous ne pouvez pas agir, si la solution ne dépend pas de vous, laissez tomber. Ne vous encombrez pas, ne chargez pas votre sac de problèmes lesquels vous n'avez pas la solution. Ça ne sert à rien. Agissez sur ceux pour lesquels vous avez une solution, agissez à fond, persévérez autant que nécessaire, et après, la bille est lancée, laissez-la rouler. Super. Et venez méditer sur le thème. Magnifique. Jean-Luc, comment les gens peuvent te contacter? Redonne-le ton site, s'il te plaît, au complet. Et comment est-ce qu'ils peuvent te contacter sur Twitter ou sur d'autres plateformes? N'hésite pas à les partager. C'est gentil. Ben, écoute, c'est www.moralotop.com. Alors, Moralotop, ça s'écrit M-O-R-A-L-O-T-O-P. Hein, non pas comme ça s'écrirait en français normal. C'est évidemment un petit jeu de mots qui montre bien qu'on peut parler des choses avec humour, avec un ton détendu. Et c'est pour ça que ça marche, d'ailleurs. Parce que les gens n'ont pas la tête, encore une fois, mais on va sérieusement au fond des choses en sachant que peut-être celui qui écrit ce blog-là, il a peut-être vécu qui lui permettent de donner, non pas des conseils, je ne donne jamais de conseils, moi je donne des exemples. Parce que les gens se reconnaissent mieux. Et c'est mieux, on est passé par là, voilà ce qui s'est passé, on peut-être pouvait essayer ça. Voilà, donc www.moralotop.com, si vous venez faire un petit tour, eh bien, vous serez bien, enfin, en tout cas, je l'espère. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour ton temps et au plaisir d'échanger avec toi. À très bientôt. Et encore bravo pour ton blog. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.